Bonjour, c'est Maïté la kiné. Je vous souhaite la bienvenue chez Tech Care. Tech Care, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine, qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne, qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions, qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas. La santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup. Et surtout, cela aidera un de tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Belle écoute. Aujourd'hui dans Tech Care, j'ai le plaisir de recevoir Estelle de Kinescope33 sur Instagram. C'est une consoeur, kinésithérapeute, qui travaille aussi en rééducation périnéale. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'une partie de la rééducation périnéale qui est trop peu connue. La rééducation anorectale. C'est la rééducation des troubles tels que la constipation, l'incontinence anale, l'incontinence au sel, au gaz ou après une chirurgie. Donc si tu veux en savoir plus et surtout si tu veux connaître nos meilleurs conseils pour prendre soin de ton périnée, je te laisse avec cet épisode. Alors bonjour Estelle et bienvenue chez Tech Care. Donc je suis trop contente de recevoir de nouveau une consoeur du périnée. Alors aujourd'hui tu viens sur Tech Care pour venir nous parler de la rééducation anorectale. Alors avant de nous expliquer ce que c'est, je vais te laisser te présenter. Oui, merci Maïté de m'avoir invitée sur Tech Care. Donc moi je m'appelle Estelle, j'ai un Instagram, c'est Kinescope, où je parle de périnée et de pédiatrie parce que c'est ce qu'on fait à mon cabinet. Et dans ma prise en charge périnéale, je m'occupe également de la rééducation anorectale, donc ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors avant peut-être de parler de rééducation anorectale, je pense que c'est important d'expliquer à tous ceux qui nous écoutent où est-ce que ça pourrait se situer. Donc c'est plutôt au niveau du périnée. Donc en fait le périnée c'est le muscle qui vient fermer le bas du bassin. Donc qui englobe clairement la sphère urinaire, donc on va uriner, le vagin pour les femmes avec du coup la reproduction et les rapports sexuels, et ensuite l'anus pour l'évacuation des selles. Et comme va vous l'expliquer Estelle, c'est aussi une zone qui est importante de travailler parce qu'on peut avoir plein de soucis, on peut avoir soit une incontinence, donc c'est par exemple quand les selles viennent s'évacuer de manière involontaire, qu'on l'a pas décidé, et ça peut aussi créer des douleurs. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les signes qui peuvent nous alerter et nous pousser en fait à venir consulter un kiné qui serait spécialisé du coup dans la sphère anorectale? Alors, dans la sphère anorectale, c'est ce que la plupart des gens ne pensent pas en fait tout de suite au métier de kinésithérapeute. Pourtant, il y a beaucoup de motifs de consultation. Il y a l'incontinence, donc c'est anal ou fécal, donc ça regroupe par exemple la difficulté à retenir les gaz. Ça regroupe aussi la difficulté à retenir les selles, ça arrive. Et on a notamment des personnes qui viennent parce qu'ils ont des difficultés justement à évacuer les selles. Des problèmes de constipation, on appelle ça constipation distale, parce que ça concerne vraiment la sphère anorectale, anus rectum, et pas une constipation haute qui concernerait plutôt la sphère intestinale. On a aussi des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont des douleurs au niveau de la sphère anale. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de motifs de consultation pour aller voir votre kiné spécialisé en rééducation anorectale. Il faut préciser aussi que, en fait, quand on parle de ano ou de anus, en fait, c'est vraiment l'orifice par lequel sortent les selles, alors que le rectum, c'est juste un peu plus haut, et que encore plus haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les intestins. Voilà. Après, si ceux qui nous écoutent ont un peu du mal à visualiser comment c'est, le plus simple, c'est peut-être d'aller taper sur Internet, et vous aurez souvent un petit schéma au niveau anatomique, et des fois, ça permet que ce soit un peu plus clair pour ceux qui sont surtout visuels. Donc, quand tu parles, par contre, de douleur, comment les patients en général qui viennent te consulter, comment ils le décrivent, ces douleurs? Alors, ça peut être des brûlures au niveau de la marge anale. Donc, il peut y avoir des fissures aussi, dues à des problèmes de constipation. Parfois, il y a des problèmes de fistules.
Donc ça, c'est un traitement chirurgical, hein, et puis du coup, la rééducation se fera après. Donc une fistule, c'est quand il y a un canal qui se crée, souvent suite à une infection, et cet abcès s'ouvre en fait vers la peau, et donc ça peut être douloureux. Vous avez aussi des personnes qui ont des problèmes d'hémorroïdes, voilà. Et puis parfois, on a les névralgies pudendales aussi, donc on reçoit au cabinet. Ouais. Et donc névralgie pudendale, c'est quand le nerf en fait qui est vers au niveau du périnée, en fait, pour vulgariser, qui a une irritation, on peut dire ça comme ça. Ouais, qui est comprimé un peu, c'est la sciatique du périnée, quoi, en fait. On va vulgariser vraiment comme ça, mais c'est un peu ça, c'est le nerf qui peut être moteur et sensitif, qui va vraiment provoquer des douleurs sur cette sphère-là, et cette sphère, c'est souvent génitale. Donc, il peut y avoir des douleurs au niveau de la marge anale, au niveau vulvaire aussi, hein, chez la femme, et puis au niveau de l'homme, ça peut être en dessous les testicules, voilà, jusqu'à la verge. D'accord. Ok. Et c'est donc là, il y a quelqu'un qui ressent ces symptômes-là et ces signes-là. Qui est-ce qui doit consulter en premier? Pour les douleurs, alors souvent, il va consulter le médecin en premier lieu. Donc, vous avez des médecins spécialistes de la douleur. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'aller voir ces personnes-là. Il y a aussi des personnes spécialistes de la douleur qui sont aussi urologues ou proctologues, donc voir en fonction des spécialistes du coin. D'accord, ok. Et si par exemple c'est un cas d'incontinence, ça peut être le gynécologue aussi? L'incontinence, oui, vous pouvez de toute façon en parler au médecin généraliste ou au gynécologue. Après, parfois, par exemple, le médecin généraliste ne sait pas forcément que les kinés font ça. Ça dépend de votre région. Donc, vous pouvez aussi aller voir un proctologue, gastro-entérologue, qui saura normalement vous diriger vers un kiné qu'il connaît, qui est spécialiste de ce type de rééducation. Parce que ça, on est d'accord, très souvent, enfin en tout cas, je pense que pour toi c'est pareil, sur Instagram, des fois on me demande est-ce que tu connais un kiné à tel endroit? Ouais. Il y a des annuaires que je mettrai dans la description de ce podcast si vous voulez, mais je pense que le plus simple c'est de faire le bouche à oreille et de faire confiance du coup aux autres thérapeutes de santé. Donc là, si c'est par exemple le proctologue, et si le proctologue vous conseille un kiné en particulier, c'est le plus simple. Après, si c'est pas, vous dérivez vers un autre kiné, bon. Oui, tout à fait. Parce que c'est très pluridisciplinaire, hein. Quand je reçois un patient, j'envoie le bilan au médecin. Donc, le médecin est au courant de l'évolution de la rééducation. Donc, en général, il pourra vraiment rediriger, si vous avez des problèmes, vers un thérapeute spécialisé. Ouais, et puis c'est encore mieux quand c'est du travail d'équipe. On est beaucoup plus efficace. Donc, normalement, il devrait vous dériver vers quelqu'un avec qui il a l'habitude de travailler. Et donc, une fois qu'on a tout ça, qu'on a notre ordonnance pour les séances de kiné, on appelle pour prendre rendez-vous. Comment ça se passe après le premier rendez-vous chez toi? Alors, pour une rééducation anorectale, si c'est la première fois, en général, je ne fais même pas de bilan interne. Voilà. C'est-à-dire, déjà, on reçoit le patient, on explique en quoi ça consiste, parce que la plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est la rééducation anorectale, contrairement à une rééducation pour une lombalgie, des douleurs de dos ou pour une entorse de cheville. C'est quand même assez spécial. Et donc, du coup, on discute beaucoup et puis on montre une planche anatomique, on explique vous avez ce problème-là pour telle ou telle raison. Le patient pourra alors se prendre mieux en charge s'il comprend mieux. Là, sur ça, on est entièrement d'accord. Voilà. Et donc, le bilan, en général, je le fais à la deuxième séance et je lui explique qu'est-ce qu'on va faire lors de ce bilan. À la première séance, je lui explique la prochaine fois, on fera un bilan interne parce que je vais devoir voir telle ou telle chose justement pour que les exercices soient spécifiques pour vous, en général. Ouais, donc pas de soucis. Alors là, c'est Estelle qui raconte comment elle consulte, mais je pense qu'on est quand même beaucoup de kinés, du moins qui sont spécialisés dans la sphère périnéale, à d'abord, la première séance, en fait, ne pas de suite passer à l'examen, et d'abord vous expliquer un peu tout, l'anatomie, qu'est-ce qui se passe, et surtout ce qu'on fera à la séance d'après, où là, ça sera du coup le bilan, on va dire, physique. Ouais, exactement, parce que c'est quand même une zone assez taboue, les gens sont un peu stressés quand ils viennent chez nous, donc la première chose, on essaye de les mettre à l'aise et de dédramatiser un petit peu. Ouais, et puis surtout, si on comprend ce qui va être fait et pourquoi, c'est quand même beaucoup plus accepté que quand on ne sait pas trop qu'est-ce que le kiné va faire. Ouais, et puis après, ils font plus facilement les exercices à la maison, et donc du coup, les résultats qui ont bien marché pendant la rééducation vont continuer et perdurer, parce que l'idée, c'est qu'ils viennent pas nous voir une deuxième fois.
Ah non, non, non. C'est que vous ayez besoin, encore une fois, le moins possible de nous. On n'est pas très fort niveau marketing à chaque fois dans ce podcast, mais bon, le but du jeu, c'est de vous informer et en effet de se rendre compte que si vous êtes mieux en quelques séances et que vous ne revenez jamais nous voir, parce que vous n'avez plus de soucis, on est trop heureux, quoi. Ça a été efficace. Et que le patient nous a bien aidés aussi, comme tu viens de le dire. Et donc ensuite, la deuxième séance, comment ça se passe ? Alors, déjà la première séance, rien qu'en discutant, déjà on peut voir un peu l'historique de la personne, ses habitudes de vie, au niveau hygiène de vie, niveau diététique, si la personne fait du sport, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle s'hydrate, si elle pousse à la selle. Enfin, tout ça déjà, rien qu'en discutant, on va pouvoir vraiment éliminer beaucoup de questions. Et du coup, la deuxième séance, ce sera un bilan plutôt interne où je vais faire un testing. Donc, c'est une évaluation des muscles du périnée. Donc, je le fais en antérieur et en postérieur pour faire un bilan global du périnée. Normalement, la personne, si elle a été voir un proctologue, gastro-entérologue, aura sûrement fait une manométrie. C'est un examen avec des ballonnets, des sondes à ballonnets. Cet examen va permettre de voir en fait la sensibilité rectale, de voir la contraction maximale du sphincter anal, donc voir si la personne arrive bien à retenir, si la personne arrive bien à relâcher lorsqu'elle pousse aussi. Voilà, c'est important parce que la rééducation anorectale, c'est s'assurer qu'il y a une bonne continence anale ou fécale et s'assurer qu'il y a une vidange efficace. Et comment on peut savoir si on a une vidange efficace ? Du coup, c'est que à travers cet examen ? Il y a des personnes qui auront une mauvaise vidange parce qu'ils vont pousser très fort avec les abdos. Donc déjà, ça peut être un risque de problèmes par la suite, notamment des troubles de la statique pelvienne ou ce qu'on peut vulgariser en descente d'organes. Et on peut aussi avoir des personnes qui contractent leur périnée en poussant. Donc c'est comme si tu imaginais un tube de dentifrice, que tu appuies sur le tube et que tu n'enlèves pas le bouchon, quoi. Donc les selles ne peuvent pas sortir. Donc ça, c'est un problème, il faut rééduquer. Il faut expliquer à la personne pourquoi ça ne fonctionne pas quand elle va à la selle et rééduquer pour qu'elle ait des bonnes habitudes après et que tout roule quand elle va aux toilettes après cette rééducation. Ouais. Et comment on sait qu'on pousse bien ? Enfin, tu le décris comment, toi, à tes patients ? Déjà, je vais leur demander quelle est la fréquence des selles. Donc, d'après l'OMS, en fait, c'est, je crois, la constipation pour eux, c'est moins de 3 selles par semaine. Après, c'est, on pousse un petit peu plus loin la question. Lorsque quelqu'un parle de constipation, on va lui demander déjà depuis combien de temps il est constipé. On va dire qu'une constipation, c'est chronique, donc c'est quand même plus de 6 mois. Je vais demander si la personne a l'impression que l'évacuation est incomplète, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la selle et qui a l'impression d'avoir encore envie et que tout n'est pas évacué, mais qu'il n'arrive pas à évacuer. Donc, sensation d'évacuation incomplète, l'impression qu'il pousse fort. Et moi, j'en reçois des patientes qui me disent je pousse comme si, comme lors de mes accouchements, quoi, pour aller à la selle. Donc, c'est qu'il y a un problème, parce que normalement, on n'a pas besoin de pousser autant. On peut voir les habitudes, si la personne met un petit marchepied ou pas, mais on reviendra peut-être là-dessus. Sensation de blocage. Parfois, il y a des personnes qui vont à la selle, et en fait, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est sensation de blocage. Parfois, il y a même des personnes qui... je vais pas parler de désespoir, mais en fait, ils ont tellement envie que ça se vide, et ont tellement de difficultés à la vidange qu'ils peuvent... y avoir des manœuvres digitales. C'est aussi un des symptômes. Ouais, et donc la manœuvre digitale, on est d'accord, c'est de venir passer avec ses doigts pour évacuer les selles. Exactement. Ouais, mais ça c'est pareil, je pense qu'il faut en parler parce qu'il y a plein de personnes qui se rendent pas compte que quand on est désespéré et qu'on est constipé depuis des années, il y en a certains qui arrivent à le pratiquer, alors qu'au final, des fois, avec de la rééducation, ça peut se régler. Et puis moi, quand je m'étais formée, on m'avait parlé des manœuvres digitales, j'étais d'accord, ok. Et en fait, on le retrouve vraiment chez de nombreux patients. Donc ça, c'est un vrai symptôme, quoi. Voilà, d'avoir vraiment envie, parce qu'il y a des ballonnements, il y a des douleurs au niveau du ventre, donc on a envie de se soulager. Donc parfois, il y a des personnes qui vont aller jusque-là. D'accord. Donc si on peut revenir un tout petit peu sur l'histoire du marchepied. Oui, le fameux marchepied. Oui, ça c'est dans les bonnes pratiques, on va dire, au niveau hygiénique, diététique aussi. Il y a pas mal de choses à mettre en place pour lutter contre la constipation. Souvent, quand je dis aux patients, est-ce que vous mettez un marchepied ou pas, ils me disent oui ou non. Et je leur demande, est-ce que vous savez pourquoi on met un marchepied ? Parce que souvent, ils ont entendu à la télé, à la radio, ou dans les films, parfois, qu'il fallait mettre un marchepied.
Et en fait, ils ne savent même pas la raison. Donc, c'est parce que vous avez le muscle, un des muscles du périnée, le muscle puborectal, qui se détend lorsque vous êtes en position accroupie, c'est-à-dire les genoux au-dessus des hanches. Et donc, vous allez avoir justement un alignement entre le canal anal et l'ampoule rectale, qui normalement forme un angle de 90 degrés. Donc, si tout est aligné, forcément, la selle va pouvoir partir. Et en fait, vous allez rester beaucoup moins de temps sur les toilettes et vous allez moins forcer. C'est ça. Alors que comme tu l'as dit, quand on est par exemple assis à 90 degrés, il y a cet angle de 90 degrés, donc les selles doivent faire un virage à 90 pour être évacuées. Voilà, donc les gens forcent énormément pour que ce virage se fasse. Alors que normalement, on ne devrait pas forcément pousser pour évacuer nos selles. Exactement. En fait, vous n'avez pas besoin de... Enfin, moi, la plupart des patients, quand ils vont aux toilettes, c'est vraiment... ils poussent, et ils se rendent pas compte, mais ça peut créer surtout chez les femmes, il peut y avoir aussi ce problème de descente d'organes par la suite. Donc, à être vigilant. Parce que après, une fois que les organes sont descendus, ils sont descendus. Il y a des solutions pour retravailler un peu les symptômes, il y a la chirurgie, mais après, on peut plus y faire grand-chose. Donc ça, c'est quelque chose à pas prendre à la légère. Et on le dit souvent, alors là, dans le périnée en général, mais encore plus au niveau anorectal, la constipation, c'est le pire ennemi du périnée. Donc, il faut vraiment essayer de traiter cette constipation et il faut pas hésiter à consulter. Ouais, tout à fait. Prendre des bonnes habitudes. Après, si tu veux que je continue sur les autres conseils, je peux. Qu'est-ce que tu donnerais d'autre comme conseil à tes patients qui sont constipés ? Déjà de consulter un médecin, parce que parfois il y a des gens qui viennent me voir après avoir vu le médecin traitant, mais le médecin traitant, c'est le médecin généraliste qui n'est pas forcément spécialiste là-dedans, donc c'est toujours bien d'aller voir un autre spécialiste en plus, qui va souvent prescrire des laxatifs. Et quand vous avez des problèmes de constipation et d'incontinence, parce que peut-être que je reviendrai là-dessus dans la suite du podcast, en fait, vous avez des laxatifs qui sont prescrits. Parce que les laxatifs, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas des médicaments qui vont provoquer une diarrhée ou ramollir les selles, les rendre liquides. C'est souvent, on travaille avec des laxatifs osmotiques, c'est-à-dire ce sont des médicaments, en fait, des solutions buvables qu'on prend tous les jours au début de la rééducation. Cette solution buvable, en fait, va permettre de capter l'eau et les réinjecter dans les selles. Et donc, ça va permettre d'avoir une consistance des selles normale, c'est-à-dire ni trop dure, ni trop molle, pour pouvoir justement faciliter la vidange aux toilettes. Donc, il faut vraiment être rigoureux là-dessus, parce que moi, j'ai beaucoup de patients, quand on leur a donné des laxatifs, on n'a pas forcément expliqué pourquoi. Et ils se sont dit, ah, mais le laxatif, ça va me faire des diarrhées, j'arrête le traitement. Sauf que c'est vraiment très très important, parce que si la personne a une mauvaise consistance des selles, que ce soit trop dur ou trop liquide, en tant que kiné, moi je pourrais pas vraiment travailler dessus. Donc il faut déjà avoir une bonne consistance des selles, que ce soit par les médicaments ou l'alimentation avec l'apport de fibres. C'est-à-dire plutôt des fruits, légumes. Donc parfois ça peut être aussi des lentilles, voilà, ce genre de choses pour avoir un apport de fibres quand même assez important. Normalement, c'est 20 grammes de fibres par jour qui est préconisé. Et après, il y a l'hydratation aussi, non ? Ouais, l'hydratation. Donc, on parle plutôt de 1,5 litre par jour. Donc ça, c'est hors allaitement. Si vous allaitez, du coup, il faudra augmenter l'apport hydrique. Donc voilà, en général, vous pouvez aller jusqu'à 2,5 litres si vous allaitez. Et donc, quand on parlait un peu de consistance des selles, je pense qu'il est important aussi de parler, c'est l'échelle de Bristol, en fait. C'est pareil, ça peut se trouver sur Internet. C'est une échelle, en fait, qui montre la consistance que peuvent avoir les selles, lesquelles sont normales, entre guillemets, et celles qui sont un peu plus pathologiques, donc comme tu l'as dit, peut-être trop liquides ou trop sèches dû à un manque d'hydratation. Ouais, tout à fait. Et donc ça, ça fait partie du bilan, mais c'est vrai que si les personnes ont des doutes sur un problème de constipation, ils peuvent taper échelle de Bristol sur Internet et comparer l'aspect des selles par rapport à cette échelle. Donc ça donne une petite idée. Normalement, c'est 3-4. C'est des selles, oui, qui sont ni trop dures ni trop molles. Et donc au moins, ils auront quelque chose pour visualiser plus ou moins. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour les gens qui auraient tendance à être constipés ? Aussi les jus de fruits, le sucre, tout ça, ça constipe, faut faire attention. Et notamment aussi la prise de médicaments. Voilà, moi j'ai des patients qui viennent, si vous avez une chimiothérapie après un cancer, donc par comprimé, donc ça constipe. Si vous avez des antidépresseurs, antipsychotiques, ça constipe aussi. Les antihypertenseurs, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc voilà, là-dessus,
quand on consulte le médecin, parce que moi, je n'ai pas les connaissances au niveau des médicaments, je peux savoir qu'est-ce qui constipe ou pas, mais ça va être le médecin qui va essayer de réguler, parce que quand vous avez ce type de traitement, vous pouvez pas arrêter. Donc, il y aura quand même ce problème de constipation en plus à gérer avec le médecin qui va peut-être préconiser du magnésium ou autre chose. Mais voilà, essayer de trouver cette solution avec un gastro-entérologue, par exemple. Qui saura ajuster peut-être un peu le traitement si possible. Donc si on résume, constipation en premier, le marchepied, mais pour tout le monde, moi j'ai envie de dire même. Ah ouais, mais, carrément, hein, pour tout le monde, le marchepied. Ça devrait être dans toutes les toilettes, avec l'affiche de Bristol affichée. Moi je dis ça serait... Moi, à mon cabinet, il y a marchepied, il y a l'affiche à côté. J'ai donné plein de lectures à mes patients quand ils sont sur les toilettes. Ils doivent passer des heures aux toilettes dans ton cabinet. J'espère pas quand même. Et donc du coup, on a dit le marchepied, l'alimentation, l'hydratation. Ouais, ne pas rester des heures aux toilettes, hein, comme tu l'as dit aussi. Non, surtout, je sais pas si c'est très masculin ou pas, mais bon, lire aux toilettes, regarder des vidéos aux toilettes, etc., et rester 1 heure aux toilettes facilement pour être tranquille. Faire attention, parce que ouais, ça peut créer tout ce qui est douleur, hémorroïdes. Dans les douleurs aussi, il y a proctalgie fugace, hein, dont j'ai pas parlé, mais c'est une contraction de l'anus. Tout ça, c'est pas très agréable. Donc, vaut mieux prendre de bonnes habitudes dès le début. Et c'est quoi les symptômes du coup de ça et par exemple des hémorroïdes? Parce que des fois on entend parler, mais les patients, je suis pas sûre, ils savent toujours exactement les symptômes qu'ils peuvent avoir. Bon, les hémorroïdes, déjà, ça va être la difficulté à l'essuyage. Les veines seront sorties. Donc, du coup, pour s'essuyer, en fait, ils vont sentir qu'il y a un problème à l'hygiène intime, quoi. Ils vont sentir que c'est pas comme avant, que ça peut être un peu gonflé, qu'il y a des choses autour de l'anus. S'ils regardent, par exemple, mes patientes qui ont du mal à contracter le périnée, même si c'est le périnée antérieur, parfois je leur dis, si elles sont à l'aise avec ça, de regarder avec un miroir toute cette zone-là, au niveau de la vulve, etc. Mais au niveau anal, ça peut être pareil, hein. Et puis donc à ce moment-là, ils peuvent voir s'il y a des hémorroïdes ou pas, mais lors du bilan, on peut voir s'il y a des hémorroïdes ou non, sauf s'ils sont internes, mais ça, on peut en parler directement, mais avec de bonnes habitudes, on peut lutter contre les hémorroïdes. Ok, donc on ne reste pas des heures sur les toilettes. Donc on avait dit qu'on peut venir consulter pour les incontinences. On a aussi parlé, il me semble, du coup en post-chirurgie. Chirurgie, donc vous avez tout ce qui est rectopexie, donc c'est justement les interventions chirurgicales lorsqu'il y a le rectum qui est descendu dans le canal anal. Donc ça, c'est une descente d'organes plutôt du périnée postérieur. Et vous avez aussi les personnes qui ont eu un cancer du rectum, par exemple. Parfois, ça dépend où est la localisation de la tumeur, mais il peut y avoir un bout du rectum ou la totalité du rectum qui peut être opéré, enlevé. Et donc, du coup, en fait, ils mettent le sigmoïde directement au niveau du canal anal par voie chirurgicale. Et donc, il faut rééduquer toute cette zone-là, parce que le sigmoïde ne travaille pas tout à fait comme le rectum, donc il faut justement éviter les problèmes d'incontinence, par exemple, et donc on fait la rééducation anorectale après ce type de chirurgie. C'est pour apprendre au sigmoïde, en fait, à essayer de se contracter et se relâcher comme avant. Ouais, et puis essayer qu'il se distende un petit peu aussi, tout doucement. Enfin, travailler cette sensibilité, parce que c'est un peu difficile forcément, parce qu'on change l'organe en lui-même, mais voilà, c'est pour lutter contre les effets secondaires de ce type de chirurgie. Et justement, il y avait une question qui m'avait été posée, c'était quand est-ce qu'on sait qu'on doit aller à la selle? Quand est-ce qu'on sait qu'on doit aller à la selle? Alors normalement, il y a la sensation de besoin, mais quand on a des problèmes de constipation, on perd cette sensation de besoin. Donc, quand vous venez en rééducation anorectale, on vous donne des petits conseils là-dessus. Ce que je préconise, c'est déjà, dès que vous avez envie, vous allez à la selle. Parce que on reçoit, par exemple, des patients ou des patients, des patientes qui sont au travail, qui ont envie, mais l'environnement n'est pas calme et peut être un peu stressant et n'ont pas envie du tout d'aller à la salle au travail. Et vont attendre toute la journée pour revenir à la maison et pour aller à la selle chez eux. Sauf que les selles se seront déshydratées. Donc, la personne va devoir pousser pour vidanger. Et ça peut créer hémorroïdes, fissures, si les selles sont très très dures. Même si vous n'êtes pas chez vous, normalement, si vous avez envie, il ne faut pas attendre trop longtemps.
La continence permet d'attendre. Hein. Si vous êtes en pleine réunion, vous avez envie, vous êtes capable d'attendre. Mais voilà, il ne faudra pas attendre non plus des heures et des heures. Voilà, c'est un signal du cerveau qui dit que c'est plein. Et normalement, si ça marche bien au niveau anorectal, le rectum est toujours vide. Parce que dès que vous avez envie, vous allez vider. Ouais, c'est ce que j'avais précisé parce qu'on est d'accord que le rectum est vide et qu'en fait, l'envie apparaît dès qu'une selle est arrivée dans le rectum. Exactement. Contrairement à la vessie qui se remplit petit à petit, le rectum, lui, c'est par ponte. Donc, hop, il y a des selles qui arrivent, je vidange, le rectum est vide jusqu'à ce que j'ai envie à nouveau. Et le rectum n'est pas fait pour rester justement trop longtemps avec des selles à l'intérieur. Ouais, le rectum n'est pas fait pour être plein, tout à fait. Parce que sinon, il s'agrandit. Voilà. Donc, là, on s'étale un peu, mais c'est très intéressant comme sujet. Hein. Mais le rectum s'agrandit, la sensibilité diminue, tout à fait. Et parfois, on a des personnes qui ne sentent plus du tout si le rectum est plein ou vide. Donc, on peut avoir des soucis et des années après, vous pouvez avoir un problème d'incontinence. Donc, on appelle ça les fausses incontinences. C'est un fécalome en fait qui sointe et qui provoque des selles au niveau des sous-vêtements. Donc ça peut quand même aller loin. Donc c'est pour ça, prenons de bonnes habitudes dès le début pour éviter d'avoir des problèmes plus tard. Ouais, parce qu'après c'est un cercle vicieux au final. Hein. Donc c'est les selles qui restent et puis du coup ça élargit, ça distend un peu le rectum qui au fur et à mesure ne sentira plus et n'en verra peut-être plus aussi le message quand les selles sont là. Et puis petit à petit, on arrive jusqu'à tout ça. Donc, comme tu l'as dit, dès qu'on ressent l'envie d'aller à la selle, on y va. Voilà, c'est ça. Après, si les personnes ne sentent plus du tout le besoin, du coup, vous avez quand même un réflexe qui se fait souvent après le repas, quelque temps après le repas. Donc, quand on n'a plus l'habitude du tout d'aller à la selle, hein, parfois, j'ai des patients qui vont pas pendant 5 jours, je leur dis, donc déjà, je leur dis marche-pied, boire plus, faire du sport aussi, hein, parce que faire du sport, l'activité physique, très important quand on est constipé. Je leur dis aussi, essayez d'aller à la selle quelques temps après avoir mangé, donc petit-déj, midi, soir. Et puis, au bout d'un moment, en fait, ils vont trouver leur rythme. Mais ça a tendance à stimuler, à donner envie, en fait, le fait de manger, donner envie d'aller à la selle. Donc voilà, c'est des petites astuces qu'on peut donner. Et au fur et à mesure, la personne va voir si elle est plus du matin, du soir, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on remarque qui est très fréquent chez les enfants, moi je trouve. Les enfants, très vite, des fois, quand on reste à table, j'ai envie d'aller aux toilettes, puis ils viennent à peine de commencer à manger, et c'est pareil. Je pense qu'il faut aussi éduquer nos enfants à leur dire, vas-y, va aux toilettes. Et pas leur dire, attends, le repas, la fin du repas. Non, c'est ce que tu viens de dire, c'est un réflexe. Chez les enfants, on a beaucoup ce problème de l'école, en fait, où les toilettes sont pas forcément adaptées, ou par exemple, le petit garçon, la petite fille qui veut aller faire caca, parce que du coup, on s'adapte au langage de l'enfant, il peut y avoir d'autres enfants qui regardent en dessous, les toilettes qui ferment mal, et donc on a beaucoup d'enfants qui sont constipés parce qu'à l'école, ils n'arrivent pas à pouvoir vidanger correctement, justement. Ouais, et puis c'est surtout qu'à l'école, des fois, tu peux pas forcément aller aux toilettes quand t'en as envie. C'est un petit problème aussi, hein, mais les maîtresses, etc., et les ATSEM, elles sont peut-être pas non plus assez nombreuses. Et si à chaque fois, elles doivent écouter les envies de chaque enfant, le peu de fois que j'en avais parlé avec certaines, elles me disaient que c'était compliqué. Donc, bon. Exactement, il faut attendre la récréation. C'est ça. C'est vrai, un vrai problème. Hein. Y a beaucoup d'enfants constipés, donc... Bon, voilà. Et puis après, ça fait des adultes constipés, donc c'est un des problèmes. Donc s'il y a des parents qui écoutent ce podcast, à l'école, vous voyez ce que vous pouvez faire, mais peut-être donner une petite bouteille d'eau, parce qu'il y a souvent des enfants, ils ne boivent pas assez. Mais après, tu vois, moi, le problème, qui n'est pas un problème, mais si tu donnes une bouteille d'eau à ton enfant, du coup, il va avoir plus envie de faire pipi. Et j'ai déjà entendu qu'il y avait des maîtresses qui donnaient des mauvais points aux enfants quand ils allaient aux toilettes en dehors des récréations. Alors l'impact psychologique là-dessus est horrible. Faut engager l'échange avec l'institutrice ou l'instituteur et voir si... bon, ça dépend, mais ça dépend toujours des personnes, mais il y avait des personnes qui peuvent l'entendre, donc peut-être dire, je donne une bouteille d'eau parce qu'il est un peu constipé, est-ce que vous pouvez le laisser aller aux toilettes, du coup? Peut-être. Ça dépend vraiment sur qui on tombe. Ouais, puis c'est de la communication, donc il suffit d'expliquer calmement, puis simplement aussi pourquoi c'est important, et derrière, ça engagera une discussion. Ouais, et voir ce que ça donne. C'est ça, exactement. Donc là, on est d'accord qu'on avait dit, du coup, marche-pied, hydratation, le sport, comme tu l'as dit, c'est vachement important. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est peut-être la respiration. Ouais, tout à fait. C'est aussi ça, hein, le sport, parce qu'on respire beaucoup, et ça fait partie, la rééducation, c'est déjà se tenir bien, au niveau de la posture, parce que parfois, il y a des gens, en fait, ils se positionnent très mal, ils ont plutôt une posture très fermée.
Donc, je leur demande de se redresser. Du coup, on travaille les muscles profonds au niveau du dos, les muscles profonds au niveau des abdos, parce que parfois, il peut y avoir vraiment un relâchement abdominal. Par exemple, je le vois chez mes patientes qui ont 60 ans, qui n'ont jamais fait de rééducation du périnée ou abdominal après leur accouchement, qui ont eu parfois 3 grossesses et qui ont un abdomen assez relâché, qui font pas forcément de sport. Et forcément, tout ça ne marche moins bien. Donc, du coup, peut créer un problème de constipation ou d'incontinence. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Ouais, tout à fait. Donc, vous avez les techniques comportementales, on va dire, dans la rééducation anorectale. Donc, quand on dit comportement, c'est aussi du préventif. C'est faire du sport, comme on a dit, l'alimentation, la position aux toilettes. Mais c'est aussi pas que des techniques comportementales. On va aussi avoir des techniques internes avec consentement du patient, où il y a une prise de conscience du périnée. Parfois, il y a des patients qui n'arrivent pas à contracter ou à contracter longtemps, etc. Il peut y avoir des techniques instrumentales. Donc, on va se servir d'un écran, le biofeedback, où la personne va visualiser ce qu'elle fait au niveau du périnée pour voir si ça contracte bien. Ou alors de relâcher, parce que parfois, il y a des personnes qui viennent pour constipation qui ont un périnée très, très, très tonique, notamment périnée postérieur. Donc, ça a du mal à se relâcher à la selle. Donc, voilà, soit on travaille la relaxation musculaire, soit plutôt le renforcement. On travaille dans différentes positions et avec une sonde. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on dit technique instrumentale, parce qu'on a recours à un matériel. Donc, soit une sonde normale que tu dois travailler aussi, toi, Maïté, soit les sondes à ballonnet. Ça, c'est un peu la spécificité de la rééducation anorectale. En fait, le ballonnet, ce qui peut changer par rapport aux autres, la rééducation, par exemple urinaire, on va dire ça comme ça, c'est on va travailler la sensibilité donc du rectum, mais aussi la coordination entre le canal anal et le réservoir rectal. C'est-à-dire que quand on veut exonérer, on veut aller à la selle, le canal anal se relâche, et inversement, quand on retient, qu'on ne mette pas de pression sur le rectum. Enfin, voilà. Donc travailler cette coordination-là, justement, pour que ça fonctionne bien, et c'est les infos que peuvent nous donner les ballonnets. Bon, on explique tout ça aux patients parce que c'est pas rien d'avoir recours à un matériel. Parfois, c'est un peu stressant parce que c'est pas forcément agréable. Mais voilà, en général, on arrive à les mettre à l'aise, à communiquer, comme tu dis, et à être avec eux pendant la séance, à leur expliquer à chaque fois qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Et puis surtout, c'est un super outil pour se rendre compte derrière comment est la contraction, la distension, etc. Enfin, non, c'est pas la distension, mais l'étirement, on va dire. Donc, moi, je dis souvent, c'est vrai qu'il y a des patientes, une fois, pour la sonde vaginale, qui sont pas toujours pour. Encore une fois, ça peut se respecter, c'est le choix de la patiente. Mais c'est quand même, nous, on propose pas juste pour le plaisir de mettre une sonde, en fait. C'est juste parce que c'est un outil qui aide vachement bien, en fait. Ouais, et puis parce que dans la littérature, c'est vrai qu'il y a eu des études sur notamment la prise en charge de ces pathologies-là, où on a vu qu'il faut faire quand même un ensemble de techniques pour avoir le maximum de résultats. Donc c'est pour ça qu'on propose aux patients la plupart des techniques, et aussi des techniques, donc comme on disait, posturales, abdominales, voilà, avoir un abdomen efficace pour avoir un bon périnée. Et aussi, par exemple, massage abdominal aussi, quand on est constipé, qu'on a des douleurs, des ballonnements. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire en rééducation anorectale, quoi. Voilà, quand on explique bien aux patients et qu'on met à l'aise, en général, ça se passe très, très bien. Ouais, c'est un ensemble de plein de petites choses et de plein de petites techniques qui font les résultats. Oui, qui permet d'avoir du résultat à long terme aussi. C'est ça, exactement. Et que ça ne revienne pas, comme tu l'as dit, en préventif. De toute façon, les 3/4 des conseils qu'on a donnés là, c'était aussi beaucoup dès qu'on a des problèmes et un symptôme, mais aussi, comme tu l'as dit, en préventif à appliquer. Ouais, tout à fait. Pour ne pas avoir besoin de venir nous consulter. Bah ouais, pas venir tous les ans, quoi. Ouais, et puis quand les gens ils sont contents, et après c'est bouche à oreille aussi, forcément. Ouais. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr, et puis ça, c'est pareil. Moi, j'en reviens aussi avec le périnée au niveau, on va dire, incontinence urinaire. C'est quelque chose qui est souvent très tabou et très peu communiqué. Alors en fait, nous, dans nos métiers, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont touchées. Et que bon, si on tombe sur un kiné avec qui ça a bien fonctionné et que vous n'avez pas forcément besoin de revenir, n'hésitez pas à en parler si vous avez plus de soucis, à en parler autour de vous pour que certaines personnes peut-être viennent consulter aussi. Ouais, et puis les médecins, souvent, en fait, ils aiment bien voir le retour des patients. Donc, voilà. Ah oui, parce que des fois, ils savent pas toujours qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est sûr que quand le patient peut le retranscrire et dire qu'il est content, ça aide tout le monde au final.
Ouais, exactement. Ok, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport aux symptômes qu'il pouvait y avoir ou par rapport aux techniques de rééducation? Non, à part le fait que bah, forcément on utilise plein de techniques pour arriver à un bon résultat. Et puis après, bah non, il y a les problèmes. Enfin, si je pourrais parler un peu d'incontinence, Ouais, où on disait bah, les incontinences au gaz, hein, parce que parfois on se dit c'est pas grave, mais vous pouvez aussi consulter pour ça si ça commence à vous gêner. Parce que parfois il y a des gens qui savent pas, mais l'incontinence au gaz, voilà, ça peut être vraiment gênant dans la vie de tous les jours, notamment au travail, dans la vie quotidienne. Et la rééducation anorectale existe, quoi. Il n'y a pas besoin d'être un cas désespéré pour commencer à consulter. ouais, parce qu'on est d'accord que si par exemple on éternue, on tousse et qu'à ce moment-là, mais du coup on a une incontinence au gaz, donc c'est vraiment on se met à péter, c'est pas normal. Exactement. Normalement, ça doit se contracter et rien ne doit sortir de ce côté-là. On est d'accord. Il y a certaines personnes qui ont tendance à penser qu'à partir d'un certain âge, ça serait normal. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Et que c'est normal de porter des couches, etc. Voilà. Donc non, ce n'est pas normal et franchement, c'est quand même assez optimiste, quoi. Oui, et puis ça se rééduque bien. Ouais, bah moi, dans mes patientes, ça va jusqu'à 85 ans, quoi. Si ça marche bien là-haut, parce que en effet, il faut que la personne comprenne bien ce qu'on fait, que fasse les exercices à la maison, ben les couches, c'est la poubelle, hein. Tant mieux. Parce que quand on voit tout ce qu'il y a dedans et puis le prix que ça coûte, bon, C'est ça. Voilà, économique, écologique, enfin voilà. c'est ça. Il n'y a que du positif en fait. Hein. Il faut juste prendre le temps et venir voir qu'est-ce qu'on peut faire en kiné en fait. Exactement. Parce que c'est vrai, les gens, ils pensent plus au kiné du sport ou Mm. les douleurs de dos, mais on pense pas forcément que les kinés font également la rééducation périnéale et encore moins la rééducation anorectale. Mm. Et, et voilà, souvent les gens, ils me le disent, hein, les gens. Parfois, il y a des personnes qui me disent, mais si j'avais su, je serais venue, mais bien avant, en fait. Mm. Et c'est pour ça qu'on enregistre ce podcast aujourd'hui, pour essayer de faire en sorte que ça peut au moins aider ne serait-ce qu'une personne, voire plusieurs. Et ben en fait, les deux, on sera ravis parce que c'est justement, on trouve que ce message passe pas assez bien en fait, et que c'est fou que les trois quarts des gens en fait ne soient même pas au courant de ce qu'on fait, et que même des fois d'autres professionnels de santé comme les médecins généralistes, comme on a dit, bah, des fois ne sont même pas au courant qu'ils peuvent dériver en fait vers nous. Ouais, ouais, tout à fait. Parfois, ils pensent pas, et donc du coup, ils vont plutôt mettre des médicaments, une ordonnance, etc. Mais il y a des choses peut-être moins médicamenteuses, où c'est un peu plus mécanique, notamment chez nous, les kinés. Et puis surtout que s'il y a un problème mécanique, moi j'aime bien dire que le médicament ça va aider, mais sur le long terme ça va pas fixer le problème, quoi. Ça va juste pas l'entretenir, mais ça va pas le solutionner, quoi. Alors que des fois, si on solutionne le mécanique, et ben, du coup on n'a plus du tout besoin des médicaments. Ouais, et ce qu'on peut dire aussi, notamment au niveau de l'activité physique et au niveau de la rééducation abdos, bah, après, toi, c'est pareil au niveau du périnée antérieur, hein, mais la rééducation abdos ne pas se faire n'importe comment. Voilà, donc le kiné va vous montrer des exercices corrects justement pour vous, pour éviter de vous faire mal au dos ou pour éviter justement les descentes d'organes, de faire des bons abdos. Oui, parce que ça, on le précise, quand on parle de rééducation abdominale, s'il vous plaît, ne nous parlez pas de crunch et ne nous parlez pas de «Ah non, mais moi j'ai eu un programme et j'ai fait mes abdos». Pardon, non, c'est pas ça, la rééducation abdominale. C'est complètement différent. Et encore une fois, c'est votre kiné qui saura vous guider pour le faire correctement. Voilà, et puis si la personne a pris goût au sport, et ben de toute façon on travaille aussi avec des coachs, mais on vous redirigera, vous aurez eu des bonnes bases à savoir comment vous placer, quels sont les bons exercices, comment respirer. Et au moins, tout pourra bien se passer. Et puis en plus moi j'aime beaucoup la périnéo, parce que moi, je fais que la rééducation périnéale au cabinet, parce que les gens ils sont hyper motivés, parce que quand ils sont gênés c'est quand même très handicapant. Donc les personnes, en fait, déjà ils nous écoutent, intègrent tout, sont très intéressés et curieux pourquoi ils ont ce problème, et ils font tout pour avoir le meilleur résultat, et ils font les exercices tous les jours à la maison. Donc ça c'est vraiment super. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un peu pour ça, je pense qu'on s'est spécialisé dans ça. Bon, parfait. Et ben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, et écoute, merci à toi Méité, c'était vraiment cool de parler de ça. Bah, merci à toi d'être venu nous parler de toute cette sphère-là, qui est pas des fois facile à parler, parce que c'est autant on parle souvent des fuites urinaires sur Instagram, mais autant je pense que la sphère anorectale on la laisse encore plus de côté. Donc ça fait du bien que tu sois venu nous en parler. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler peut-être des formations pour les kinés qui nous écoutent. Ah, si tu veux, oui. Donc les formations, donc rééducation anorectale, si jamais vous voulez vous former, il y a deux organismes en tout cas connus. Il y a l'EIRPP et l'IPPP.
Moi, j'ai fait leur formation à chacune pour la rééducation anorectale. Et puis, il y a les DU aussi, les diplômes universitaires. Donc, vous avez plein de diplômes universitaires en France. Donc, vous avez un peu dans chaque région. Donc, normalement, ce sera quand même assez facile de trouver quelque chose près de chez vous. Et donc, on va dire le IRPP, l'IPPP, il y a le côté pratique qui est intéressant. Le diplôme universitaire, il y a un bagage théorique plus important. Voilà. Et vous apprenez un peu plus de choses sur les examens, notamment ce que font les médecins, ce que font les chirurgiens. Donc, c'est assez complet. Ouais, et c'est vachement intéressant parce que ça donne une vision d'ensemble du travail pluridisciplinaire, comme on l'avait dit au tout début du podcast. Voilà, donc ce que je conseillerais, c'est les organismes de formation continue et puis les DU, voilà, et puis là, vous êtes très bien là. Au top du top. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens formés parce que parfois, il y a les patients, ils font beaucoup de chemin pour venir nous voir. Donc, ouais, ça, c'est vraiment cool si ça pouvait se développer, quoi. Ouais, petit à petit, on sera peut-être de plus en plus nombreux, ça serait bien. Il faut espérer. Voilà, donc rééducation anorectale, on prend les femmes, on prend les hommes et aussi on intervient auprès des enfants qui parfois ont des problèmes d'encomprésie. Donc c'est les selles notamment dans les sous-vêtements. Donc c'est souvent les fausses incontinences. C'est vrai, t'as raison d'en parler parce qu'on avait oublié les enfants. Enfin, on avait oublié. Voilà. On avait oublié de le préciser. Pour nous, ça paraissait logique, mais... Après, petit aparté, du coup, pour les enfants, on s'adapte au langage. On ne parle pas comme pour un adulte. Les parents sont toujours présents avec nous dans la salle de consultation. Et puis, voilà, c'est pas vraiment les mêmes techniques. C'est des techniques adaptées pour la pédiatrie. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense. Mais en tout cas, merci encore Estelle. Et si les gens veulent te suivre ou veulent te poser des questions, où est-ce qu'on les renvoie ? Du coup, vous pouvez venir voir notre Instagram ou vous pouvez nous écrire dessus. Donc, c'est Kinescope33. Je le mettrai en description. Ouais, et puis on a une chaîne YouTube, donc Kinescope. Voilà. Mais normalement, l'Instagram renvoie à la chaîne. Donc voilà, au plaisir d'échanger. Et puis, on répond toujours aux messages. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On fait pas de consultation, mais on peut déjà vous donner, par exemple, comme tu disais, les annuaires, comment trouver un kiné, etc. Et puis, après, il y a nos vidéos si ça vous intéresse pour venir regarder ce qu'on fait. Parce qu'il y a plein d'autres vidéos, il n'y a pas que de l'anneau rectal, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, vous retrouvez tous les liens si vous avez besoin dans la barre de description de ce podcast. Bon, merci beaucoup Estelle. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée et à bientôt. À bientôt, salut. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avec Estelle, on espère fortement que cet épisode t'a plu. Et surtout qu'il t'a permis d'en apprendre un peu plus sur la rééducation périnéale et plus précisément la rééducation anorectale. Alors n'hésite pas, si tu as le moindre symptôme, à aller consulter ton kinésithérapeute spécialisé. Tu as tous les liens dans la barre de description de cet épisode. N'hésite pas à venir nous faire un retour, à nous partager en story sur Instagram, ça nous fera très plaisir. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à venir le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Je les lis tous et je les repartage sur mon Instagram, @maïtélakiné. En attendant, n'oublie pas, prends soin de toi. Take care.